nous allons voir comment introduire des charges sur les profilés dans CP Connect. Pour ce faire, une fois le nœud créé, nous le sélectionnons dans le tableau à gauche de l'interface et éditons l'assemblage en cliquant sur le bouton correspondant en haut. Dans la fenêtre surgissante Assemblage, si le modèle de l'assemblage est déjà complet, nous allons dans l'onglet Calcul. Nous cliquons ensuite sur l'option Charge dans la barre d'outils supérieure. Dans la fenêtre surgissante, nous définissons les charges appliquées sur les profilés de l'assemblage. Nous pouvons également générer ces charges automatiquement via Générer depuis le modèle BIM. Nous pouvons aussi les modifier ou les saisir manuellement. Dans ce cas, nous sélectionnons chacun des profilés dans le tableau de gauche où figure leur référence. Nous devons définir l'un des profilés de l'assemblage comme porteur en activant la case correspondante. Le profilé porteur possède une liaison extérieure à son extrémité. Si ce profilé est continu, nous devons indiquer l'existence d'une liaison extérieure à l'extrémité initiale, à l'extrémité finale ou aux deux extrémités du profilé en sélectionnant l'une des options du menu déroulant à droite. Il nous est également rappelé qu'il n'est pas nécessaire de saisir les efforts dans le profilé porteur car ils sont obtenus par équilibre. Ensuite, nous sélectionnons les autres profilés et dans l'onglet Contraintes des formations, nous saisissons les efforts agissant sur chacun d'eux en les tapant dans les cellules du tableau central. Pour chaque cas de charge, nous définissons l'effort normal, les efforts tranchants en Y et Z, et les moments en X, Y et Z dans les unités indiquées. Un clic droit sur les cellules fait apparaître des fonctionnalités supplémentaires qui permettent de copier et de coller des données directement depuis des feuilles de calcul. Le graphique de droite nous montre les critères des axes correspondant au type de profilés avec lesquels nous travaillons, qui peuvent être non continus, comme dans notre cas, ou continus, lesquels nous ne verrons pas dans l'exemple actuel. Dans la partie inférieure du tableau, nous écrivons la distance entre le point d'application des efforts et le nœud théorique. De cette façon, nous pouvons indiquer où nous définissons les efforts dans chaque profilé. Si nous entrons les efforts du nœud théorique, c'est-à-dire le point d'intersection des axes des profilés, la valeur de la distance doit être nulle. Pour saisir les efforts d'un autre point, par exemple ceux appliqués à la face d'un poteau, nous devons entrer une valeur de distance égale à la moitié de la largeur de ce poteau. Cette distance est également lue dans le modèle BIM, à condition que la structure ait été calculée en tenant compte de la dimension finie des nœuds. Dans le graphique de droite, elle est désignée par la lettre D. Dans le modèle de calcul, le logiciel applique des charges à l'extrémité de chaque profilé pour obtenir les efforts introduits au point indiqué. De plus, si nous voulons considérer la rigidité en rotation, nous devons activer la case à cet effet pour chaque profilé ou la calculer. Ensuite, dans l'onglet Rigidité en rotation, nous pouvons ajouter différents cas de charge, créant une liste spécifique d'efforts dans laquelle la charge des autres barres n'influence pas le calcul de la rigidité en rotation de l'assemblage. En haut, nous trouvons également des outils qui nous permettent de copier, effacer et déplacer les éléments de la liste. Nous définissons ici les efforts appliqués sur le profilé de l'assemblage, que nous pouvons avoir générés automatiquement via Générer depuis le modèle BIM. Pour chaque cas de charge, nous définissons l'effort normal, les efforts tranchants en Y et en Z, et les moments en X, Y et Z dans les unités indiquées. Nous pouvons aussi les modifier ou les saisir manuellement. Pour le calcul de la rigidité en rotation, il faut au moins un moment en Y ou en Z. Une nouvelle fois, le graphique de droite montre le critère des axes. En dessous, la longueur L est indiquée. Plus bas, dans la partie centrale, nous précisons la longueur théorique de la barre élastique Y et Z. Nous pouvons également activer la case pour utiliser un facteur KB spécifique pour cette barre. Autrement, nous utiliserons aussi bien le facteur KB que le facteur KB' introduit dans la norme choisie. Sur le côté droit se trouve un bouton contenant des informations sur le coefficient KB qui présente un graphique du classement de l'assemblage. Enfin, nous cliquons sur Accepter.